Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Elle traque les économies partout où elles se trouvent, elle distribue les bons et les mauvais points. Il s'agit bien sûr de la Cour des comptes. Hier, les sages de la rue Combon présentaient leur rapport annuel, un rapport très attendu. Et cette année, ils ont décidé de se focaliser particulièrement sur des aspects de la vie courante des Français. Alors on peut citer pêle-mêle la gestion de l'eau, les maternités, le MUSEM à Marseille ou encore le Crous. Autant d'éléments où il y a de forts gisements d'économie selon les sages. Et comme le veut la tradition républicaine, le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, est venu ce matin au Sénat pour déposer ce fameux rapport devant les sénateurs. L'occasion de prononcer un discours pour rappeler le travail conjoint entre le Sénat et la Cour des comptes. Prendront également la parole Gérard Larcher, président du Sénat, ainsi que les présidents de la Commission des finances et de celle des affaires sociales. Je vous laisse découvrir ça tout de suite dans l'hémicycle. La séance est ouverte. L'huissier voulait veuillez faire entrer monsieur le premier président de la Cour des comptes. Monsieur le Premier Président, Monsieur le rapporteur général, c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir dans cet hémicycle pour la remise du rapport annuel de la Cour des comptes. Le Sénat et la Cour des comptes entretiennent des liens anciens, des liens étroits, notablement renforcés par la révision constitutionnelle de 2008, qui a développé le rôle de votre juridiction en matière notamment d'assistance au Parlement. Le Sénat lui-même avait souhaité, à cette occasion, introduire le principe selon lequel la Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques. Aujourd'hui, nous nous félicitons tous, au sein de cette Assemblée, de pouvoir bénéficier de votre expertise pour nos travaux de contrôle de l'action du gouvernement, contrôle de l'exécution des lois de finances, contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que d'évaluation des politiques publiques. Monsieur le Premier Président, je tiens d'abord à vous remercier personnellement de votre présence et pour vos nombreuses interventions devant nos commissions, par lesquelles vous venez régulièrement rendre compte avec vos collègues des travaux de la Cour. Je sais que, naturellement, vos anciennes fonctions, notamment comme président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, fait que vous êtes particulièrement sensible aux préoccupations du Parlement. Vous le démontrez à travers les rapports prévus par la LOLF, dont vous avez été, chacun le sait, l'instigateur avec notre ancien collègue Alain Lambert, et les nombreux rapports publics thématiques que la Cour produit chaque année. Vous avez également à cœur de répondre aux nombreuses demandes d'assistance qui émanent notamment de notre commission des finances ou de notre commission des affaires sociales. Celles-ci ont pu bénéficier cette année encore de votre concours, de votre expertise pour l'exercice de leurs fonctions de contrôle, une fonction essentielle au Sénat, je le rappelais hier soir en conférence des présidents. Je pense au rapport portant pour la Commission des finances, notamment sur la protection judiciaire de la jeunesse, sur les contrats de projet État-région ou sur l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Je pense pour la Commission des affaires sociales, sur les maternités, les relations conventionnelles entre l'assurance maladie et les professions libérales de santé, ou l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Un débat sera d'ailleurs organisé en séance publique lors d'une prochaine semaine de contrôle sur le sujet des maternités. La conférence des présidents en a décidé ainsi hier soir. Les observations, constats, préconisations qui émanent de vos travaux nous sont très utiles pour remplir notre rôle de parlementaire, pour mieux légiférer et mieux contrôler.
L'examen minutieux des crédits et de la gestion des services publics, auxquels la Cour procède régulièrement, et son regard acéré sur l'efficacité des politiques publiques, qui montrent parfois un certain décalage entre les objectifs souhaités et les résultats obtenus, constituent une information précieuse, tant pour le citoyen que pour les parlementaires chargés d'élaborer la loi. Cette collaboration me semble aujourd'hui d'autant plus cruciale que la situation des finances publiques demeure préoccupante. Je suis convaincu que nous devons progresser vers une réduction des dépenses publiques, et quelques chiffres de comparaison avec d'autres pays de la zone euro sont éloquents. Et dans le même temps, nous devons engager les réformes structurelles vigoureuses qui doivent permettre de créer la croissance dont notre pays a tant besoin. Il n'est ni concevable ni souhaitable que le déficit public français reste durablement 2 fois plus élevé que la moyenne de la zone euro. Je l'évoquais jeudi dernier avec le président Juncker à Bruxelles. Par ses travaux, la Cour des comptes peut contribuer à cette ambition. La remise du rapport annuel de la Cour est toujours attendue, bien sûr pour son analyse de la situation générale des finances publiques et son éclairage sur l'action publique, mais également pour l'analyse des suites données par les administrations, les collectivités et les autres organismes publics contrôlés aux observations et recommandations qui a été formulées dans le passé. La représentation nationale est attentive aux suites et progrès qui résultent de vos travaux. C'est donc avec intérêt et attention, Monsieur le Premier Président, que nous allons dès à présent vous écouter présenter le rapport annuel de la Cour des comptes, avant d'entendre Madame la Présidente de la Commission des Finances et Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales. Monsieur le Premier Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Finances, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Tout d'abord, merci, Monsieur le Président, de vos propos bienveillants à mon endroit et à celui de la Cour. C'est toujours avec grand plaisir que je me rends devant vous pour rapporter les travaux qui sont les nôtres. Alors même s'il ne s'agit plus de la seule publication de la Cour, le rapport public annuel reste la plus emblématique de sa mission d'information des décideurs publics que vous êtes et des citoyens. Les thématiques abordées dans plusieurs de ces chapitres traduisent le souci de couvrir des problématiques et des enjeux proches du quotidien de nos concitoyens, la qualité des services effectivement rendus, les performances réelles, mesurées à l'aune des objectifs de politique publique et la dépense effectuée. Mais avant d'évoquer les observations et recommandations du rapport public annuel 2015, je veux revenir rapidement sur la contribution des juridictions financières aux efforts de modernisation des services publics. Profondément attachées au principe de séparation des pouvoirs, les juridictions financières sont au service de la République dans le respect des textes fondamentaux qui régissent leur mission. Elles apportent une contribution indépendante grâce à une programmation libre de leurs travaux et à la publicité donnée à leurs observations. Elles veulent, de manière constructive, répondre à vos demandes d'enquête, soutenir également dans leur démarche celles et ceux qui ont pour objectif d'améliorer l'action publique. En 2014, la Cour des comptes a rendu publics 63 travaux. Au-delà des 6 rapports annuels sur les finances publiques, elle a réalisé en 2014 17 enquêtes à la demande de l'Assemblée nationale ou du Sénat et elle a été auditionnée une 50aine de fois. Cette mission d'assistance au Parlement, la Cour y est très attachée, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, et s'efforce d'être utile à la représentation nationale. Et je vous ai également adressé 25 référés qui ont été communiqués aux membres du gouvernement et 5 rapports particuliers concernant des entreprises publiques.
Les juridictions financières veillent à exercer leur mission avec un haut niveau d'exigence éthique et professionnelle. Comme le législateur l'avait demandé en votant fin 2011 une disposition expresse en ce sens, j'ai arrêté en décembre dernier le recueil des normes que les équipes de contrôle doivent respecter conformément aux règles nationales et internationales en vigueur. Et ce recueil comporte en annexe notre charte de déontologie et ces documents sont accessibles sur le site internet de la Cour et peuvent être consultés par tous, élus, agents publics, citoyens. Or, si elles sont plus souvent conduites à souligner les dysfonctionnements, les juridictions financières savent aussi reconnaître les efforts consentis pour améliorer l'action publique, pour reconnaître l'utilité de l'action publique. Le rapport met ainsi l'accent sur le suivi des recommandations et développe 2 situations en progrès grâce à des dispositions législatives récemment votées. La Cour est à ce titre revenue sur la gestion des avoirs bancaires et les contrats d'assurance vie en déshérence et sur le recours au chômage partiel. Dans les 2 cas, le législateur a largement repris à son compte les propositions formulées par la juridiction et la Cour continuera d'assurer un suivi de la mise en œuvre des dispositifs qui doivent être complétés au niveau réglementaire. Ces propos préliminaires achevés, j'en viens au message porté cette année par le rapport de la Cour. Un décalage est trop souvent observé. Je me distingue de ce que vous avez dit, Monsieur le Président, vous avez dit parfois, nous nous permettons de dire trop souvent, observé entre les annonces, les engagements et les résultats réellement obtenus. Il est préjudiciable à la crédibilité des politiques publiques. Certains services publics doivent être gérés avec un niveau d'exigence plus élevé et des marges d'économie et d'efficience existent et peuvent être mobilisées pour le redressement de nos comptes publics, mais aussi pour des politiques publiques mieux ciblées, plus adaptées aux besoins et aux attentes de la société. Alors nous accumulons les déficits depuis près de 40 ans, depuis 1974, sans discontinuer s'agissant du budget de l'État. Le chômage demeure à des niveaux inquiétants. La part de nos dépenses publiques dans le PIB est parmi les plus élevées sans que les résultats soient à la hauteur. Et dans ce contexte, l'effort devrait être plus résolu en faveur d'une gestion plus rigoureuse des finances et des services publics, davantage tournée vers la recherche d'efficacité. Or, cette année encore, la Cour observe à de nombreuses reprises un décalage entre les engagements pris, les objectifs affichés, les moyens qui leur sont consacrés et les résultats obtenus, et c'est le premier message de la Cour. La confiance dont jouit notre pays dans les instances politiques, économiques, financières au niveau européen et international est étroitement liée à la crédibilité de sa politique budgétaire. Alors, l'actualité récente montre que les débats de politique économique sont nourris quant à l'approche à retenir dans un contexte encore difficile, et alors que les dettes publiques de plusieurs États européens, dont le nôtre, continuent de se creuser. Or, le rôle de la Cour des comptes n'est pas, bien sûr, de trancher ces débats. Il n'est pas de se substituer au pouvoir politique dans la prise de décision qui vous appartient, les choix à retenir ou les engagements à prendre vis-à-vis de nos partenaires. En revanche, le rôle de la Cour est bien d'informer sur la situation et les perspectives des finances publiques et sur le respect des engagements pris. La Cour fonde ainsi son appréciation sur une réalité observable, les lois que vous votez, les hypothèses du gouvernement, les résultats des lois de finances ainsi que la statistique publique nationale et européenne. Et comme chaque année, dans un chapitre de son rapport public annuel, la Cour livre à nos concitoyens, à vous-même, son regard sur la situation des finances publiques. Alors, 2 grandes observations s'en dégagent cette année. Le mouvement de réduction des déficits s'est interrompu en 2014. La capacité de la France à tenir ses engagements reste incertaine en 2015. Le chapitre consacré aux finances publiques met en évidence le dérapage des prévisions successives de déficit public pour 2013 et 2014. Le mois dernier, lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour, j'ai salué l'opération Vérité de septembre 2014, par laquelle le gouvernement, selon nous tardivement, a reconnu la réalité de l'ampleur des déficits. Les résultats de 2014 devraient être meilleurs que la prévision de 4,4% inscrite dans la loi de finances de décembre 2014. Mais, quand bien même il se rapprocherait, par exemple, de 4,1%, cela resterait encore bien supérieur aux 3,6% prévus initialement, et en tout état de cause, ces résultats ne marqueraient pas
une amélioration par rapport à 2013, puisque en 2013, il y avait également 4,1. Au contraire de ce qui se passe dans pratiquement tous les autres pays de l'Union européenne, dont le déficit dépasse 3%. Or, malgré un objectif de réduction du déficit limité par rapport à celui prévu initialement, en 2014, la capacité de la France à tenir ses engagements reste incertaine pour 2015. La Cour identifie en effet plusieurs risques, en dépenses comme en recettes, liés notamment aux perspectives de baisse de l'inflation. Un premier risque pèse sur la réalisation des 21 milliards d'euros d'économies annoncées en avril 2014. Ces économies sont conçues, pour leur très grande part, je le rappelle, non comme une diminution de la dépense publique, mais comme un effort de ralentissement par rapport à son évolution tendancielle. Un second risque pèse sur le montant des recettes fiscales attendues pour 2015, et le risque ne se situe pas, comme les autres années, sur la croissance ou les hypothèses d'élasticité des recettes fiscales, mais là encore sur l'inflation prévue. Les lois financières s'appuient sur une hypothèse de 0,9%, largement supérieure aux dernières prévisions. La Commission européenne parle même d'une inflation voisine de 0% pour la France. Les pouvoirs publics doivent se pencher sans tarder sur les enjeux que soulève la période actuelle de très faible inflation, à laquelle nous n'étions pas habitués, il faut le reconnaître. Elle remet en cause les perspectives d'équilibre des finances publiques et le cadre budgétaire triennal sur lequel repose notamment le budget de l'État et l'ONDAM. Si les risques identifiés se concrétisent, le retour sous le seuil de 3% du PIB en 2017 serait probablement compromis. À cet horizon, la dette publique pourrait approcher, voire dépasser 100%, et l'équilibre structurel des comptes publics serait encore repoussé au-delà de 2019. Attention à ne pas se laisser abuser par le très faible niveau des taux d'intérêt auquel l'État se finance actuellement. La dette supplémentaire que nous continuons d'accumuler va devoir être financée, refinancée pendant de nombreuses années. Elle ne le sera sans doute pas éternellement au taux exceptionnellement bas que nous connaissons aujourd'hui. Et ces déficits et cette dette supplémentaire pèseront lourdement sur les générations futures et sur les marges de manœuvre des gouvernements dans l'avenir. Nous sommes confrontés à une situation paradoxale en ce moment. La dette augmente et la charge de la dette diminue. Mais il faut faire attention, cela peut ne pas durer. Le rééquilibrage durable de nos finances publiques dépend bien sûr des choix de politique économique susceptibles de renforcer le potentiel de croissance de l'économie. Il implique aussi de faire des choix clairs pour une organisation plus performante des services publics, une meilleure répartition des compétences entre les uns et les autres et des moyens. Et l'ensemble de ces choix ne s'impose pas au nom d'une contrainte subie ou importée. Il s'impose, si j'ose dire, de l'intérieur, si notre pays veut préserver sa souveraineté, c'est-à-dire précisément sa capacité à faire des choix. Les politiques de rabot ne peuvent pas tenir lieu de stratégie de redressement des comptes publics, ni surtout d'horizon pour les services publics de demain. Dans le rapport public de cette année, la Cour s'interroge à plusieurs occasions sur la cohérence de l'action de tel ou tel organisme public avec les objectifs visés. Parfois, même, elle met en doute la conduite de l'action publique au regard des objectifs qu'elle est censée remplir. Ce sont en effet les résultats atteints par une politique publique qui garantissent sa crédibilité. Nos concitoyens exigent à juste titre, puisqu'ils y contribuent financièrement, que l'action publique débouche sur des résultats tangibles, concrets, dans la vie de tous les jours. Et cela est encore loin d'être le cas au regard des crédits consacrés. De nombreux sujets de ce rapport touchent à la vie quotidienne des habitants, que ce soit les transports, l'eau, l'électricité, l'emploi, le sport ou la vie étudiante. Je ne les citerai évidemment pas tous, mais je vais évoquer devant vous les exemples les plus saisissants. Prenons d'abord le cas des agences de l'eau. Principaux financières de la politique de l'eau en France, elles collectent des taxes ou redevances, dans le respect théorique du principe pollueur-payeur. En réalité, ces redevances en sont largement déconnectées et ceux qui polluent le plus ne sont pas ceux qui paient le plus. Deuxième exemple, le bilan de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence est dans les faits contrasté. Plusieurs dispositions du projet de loi sur la transition énergétique dont vous débattez en ce moment vont dans le sens des préconisations de la Cour sur ce sujet. La gestion des trains intercités offre un exemple
d'atermoiement entre volonté affichée de réforme et indécision persistante et préjudiciable au service public. Et la Cour appelle les pouvoirs publics à sortir de l'impasse pour offrir à ces lignes un horizon pérenne. Dans un contexte économique difficile, des signes de défiance sont perceptibles à l'égard du secteur public. C'est pourquoi, dans son deuxième message, la Cour veut insister sur l'impératif de rigueur et d'exigence qui s'impose aux agents et aux services publics. La Cour a voulu rendre publics des cas et des situations qui appellent plus de rigueur et de retenue dans l'usage des deniers publics ou dans les comportements, sans préjudice des irrégularités qu'elle pourra constater et qui pourraient être sanctionnées par ailleurs. Dans son rapport, la Cour évoque d'abord la mise en place dans le secteur public d'un dispositif importé du secteur privé et qui peut se justifier dans un secteur concurrentiel, l'attribution gratuite d'actions aux salariés de CDC Entreprises, filiale à 100% de la Caisse des dépôts et consignations. C'est un cas de dérive choquant qui révèle plusieurs dysfonctionnements et au regard du caractère tout à fait anormal de l'ensemble de cette situation, la Cour de discipline budgétaire et financière a été saisie par le procureur général. Par ailleurs, la Cour a procédé à un contrôle de suivi sur le Conseil économique, social et environnemental. Elle s'est à nouveau intéressée à la gestion budgétaire et comptable de l'institution, à sa gestion du personnel et au régime spécial de retraite des anciens conseillers. L'exigence de rigueur concerne aussi les collectivités territoriales. Après examen de plusieurs contrats de partenariat signés par des collectivités territoriales depuis 2004, la Cour recense les conditions qui devraient à l'avenir être réunies si l'on veut avoir recours à ce mode dérogatoire de gestion des services publics. La Cour s'est également penchée sur les compléments de rémunération dont bénéficient les fonctionnaires d'État outre-mer. Une réforme de ce système à bout de souffle apparaît souhaitable. Des marges importantes d'économie, d'efficacité, d'efficience existent et doivent être davantage mobilisées. C'est le troisième et dernier message de la Cour. Le maillage des services publics doit mieux répondre aux besoins et aux attentes. Ainsi, la révision du réseau et des missions des œuvres universitaires et scolaires apparaît indispensable, à la fois au regard de l'offre territoriale, des choix d'investissement, de la simplicité et de l'efficacité du ciblage de son action. Un service public de qualité passe parfois aussi par une refonte des cartes administratives. La gestion des services d'eau et d'assainissement l'illustre parfaitement. La France compte 31 000 services d'eau et d'assainissement, 22 000 gérés en régie. Symbole d'une gestion communale de proximité, près de 92% des régies concernent un territoire de moins de 3 500 habitants. Dans ce cas comme dans d'autres, proximité ne rime pas nécessairement avec efficacité ou qualité de l'action publique. En l'espèce, trop de proximité peut parfois tuer l'efficacité. Et la conduite d'une réforme territoriale d'ampleur n'est pas une tâche impossible. L'État en a d'ailleurs fait la preuve en procédant à la refonte de la carte judiciaire. Nous considérons que cette réforme est globalement positive, même si, sur certains points, elle n'a pas donné tous les résultats escomptés. En ce qui concerne en revanche le réseau des sous-préfectures, le ministère de l'Intérieur se positionne entre le statu quo et l'expérimentation. Or, les services publics de demain doivent être orientés vers les besoins de demain qui ne coïncident pas forcément avec le maillage administratif du XXe siècle, voire du XIXe siècle. Une refonte expérimentale de la carte des arrondissements d'Alsace et de Moselle vient d'entrer en vigueur le 1er janvier 2015. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la poursuite de l'expérimentation dans 5 régions. La Cour y sera attentive. Les recommandations de la Cour portant sur le maillage territorial des services publics ont aussi pour objectif une réduction des inégalités d'accès. Lorsque la répartition des moyens et des infrastructures n'est pas assez liée aux besoins. Le chapitre du rapport sur la prise en charge des soins palliatifs, toujours très incomplète et caractérisée par de fortes inégalités territoriales, en offre une illustration. Dans des travaux récents portant notamment sur les finances locales ou sur la grande vitesse ferroviaire, la Cour a eu l'occasion d'appeler les pouvoirs publics à adopter une attitude plus réaliste, plus rationnelle, y compris en ce qui concerne les investissements publics. Le rapport public annuel 2015 met en évidence de nouvelles situations où les décisions d'investissement ne sont pas satisfaisantes du point de vue de la gestion publique. Et tous ces exemples rappellent qu'un investissement n'est pas vertueux par principe, il est vertueux s'il est produit avec le souci
de l'utilité, de l'efficacité, de l'efficience, s'il améliore réellement le service rendu et si les dépenses de fonctionnement qu'il entraîne ont été correctement anticipées. La refonte du circuit de paie des agents de l'État offre un contre-exemple calamiteux d'investissement. Entre 2008 et 2013, 346 millions d'euros ont été dépensés au titre de ce programme, pratiquement en pure perte. Cet échec n'est pas rassurant au regard des enjeux soulevés par la modernisation des processus de paie, et la Cour s'inquiète d'ailleurs des difficultés récurrentes que rencontrent les grands projets informatiques menés par l'État. Ce qui est vrai pour l'action de l'État l'est également pour l'action locale. Je cite fréquemment le cas des 2 gares construites à quelques dizaines de kilomètres d'écart sur la LGV Est, TGV Lorraine et Meuse TGV, sans interconnexion avec le réseau de transport régional, le cas des aéroports de Dole et de Dijon, distants de moins de 50 kilomètres à peine, est à bien des écarts comparables. Leur bilan financier est choquant, ce qui amène la Cour à recommander la fin du soutien public aux 2 équipements. Sans pour autant être placés au même niveau que les investissements que je viens de mentionner, d'autres situations appellent la vigilance des pouvoirs publics. Par exemple, alors que les contraintes budgétaires s'accentuent chaque année davantage, les offres proposées en matière de transport public urbain de voyageurs continuent de s'étoffer sans toujours la coordination ni les mutualisations des efforts nécessaires. Autre exemple, celui des stations de ski des Pyrénées. Il est souhaitable que les collectivités territoriales acceptent de restructurer les stations et de repenser, dans un certain nombre de situations, leur modèle économique. En conclusion, comme elle l'a toujours fait, la Cour appelle les pouvoirs publics à s'engager résolument en faveur du redressement des comptes publics et d'une action publique plus exigeante, plus rigoureuse, mais surtout plus efficace et plus efficiente. C'est possible. Et c'est selon nous nécessaire. Nous essayons de le démontrer. Des marges de manœuvre existent. Des réformes, d'ailleurs, sont attendues par nos concitoyens qui savent pertinemment que la qualité des services publics ne se confond pas toujours avec l'augmentation de la dépense publique. Je veux rappeler en ce lieu l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, vous-même, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi. Le consentement à l'impôt est le fondement de notre démocratie et c'est à vous, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'il appartient, bien évidemment, de convaincre nos concitoyens de la nécessité de consentir à l'impôt. Pour cela, nulle meilleure méthode que d'arrêter des priorités, de prendre les décisions qui en découlent, de veiller à la mise en œuvre effective de ces décisions, alors que trop souvent, une fois la loi votée, ou la décision prise, le regard peut se détourner de l'évaluation effective du résultat, même si je reconnais qu'ici, au Sénat, il existe une culture de contrôle et d'évaluation plus ancienne. Chacun, dans le rôle qui est le sien, peut contribuer aux réformes qui s'imposent. Par son rapport public annuel et plus généralement par ses travaux, la Cour s'efforce, pour sa part, à sa seule place, de contribuer à ce qu'une attention plus grande soit portée aux résultats. Veiller à l'article 14 de notre déclaration de 1789, c'est accorder à l'avenir plus d'importance à la performance, à l'efficacité réelle de l'action publique. Je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur le Premier président. Monsieur le Premier président, le Sénat vous donne acte du dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes. La parole est maintenant à Madame la présidente de la Commission des finances. Vous avez la parole, Madame la présidente. Monsieur le Président, Monsieur le Premier président de la Cour des comptes, mes chers collègues, une fois par an, le contrôle des finances publiques fait la une de toute la presse, écrite et audiovisuelle. Ce grand moment d'exposition médiatique, c'est le dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes. Que nous enseigne l'intérêt suscité par cette publication? Il montre d'abord que la Cour des comptes atteint le but qui lui est assigné par l'article 47.2 de la Constitution. Je cite, « Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens ». J'y vois ensuite une invitation pour nous, parlementaires,
et en particulier pour les rapporteurs spéciaux des commissions des finances, à ne pas relâcher nos efforts en matière de contrôle de l'action du gouvernement. Nos concitoyens nous attendent sur ce terrain. Le contrôle tel qu'il est effectué par la Cour des comptes n'a pas la même finalité que le contrôle parlementaire. L'un contrôle le bon emploi de l'argent public ou l'efficience des politiques publiques. Nous évaluons, nous, la pertinence des choix politiques. Nos travaux sont donc complémentaires et souvent convergents. L'insertion dans le rapport public annuel consacré à l'opérateur national de paie fait écho aux auditions sur ce thème que notre commission a organisées en mai dernier. Philippe Adnot pourra nourrir les travaux qu'il a engagés depuis l'année dernière sur le maintien des droits des étudiants boursiers, des développements du rapport sur l'indispensable modernisation du réseau des œuvres sociales et universitaires. Enfin, j'observe que dans sa réponse, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage indique qu'il a, en quelque sorte, répondu par avance à certaines observations de la Cour des comptes en engageant des réformes inspirées des conclusions de la commission d'enquête du Sénat sur la lutte contre le dopage, dont le président était notre collègue Jean-François Imbert et le rapporteur notre collègue Jean-Jacques Lozach. Ayant rédigé l'année dernière un rapport d'information dans lequel je rappelais la nécessité de préserver le sous-préfet comme porte d'entrée du réseau des services de l'État, j'ai lu avec attention vos développements sur le réseau des sous-préfectures. J'ai également bien noté l'insertion consacrée au centre de gestion de la fonction publique territoriale qui pourra constituer une lecture utile dans certains départements. La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement et cette année encore, l'assistance que portera la Cour des comptes au titre de l'article 58.2 de la loi organique relative aux lois de finances s'annonce très utile. La Commission des finances a rendu public hier son programme de contrôle pour l'année 2015 et comme chaque année, plusieurs rapporteurs pourront appuyer leurs travaux sur des enquêtes demandées à la Cour des comptes. Antoine Lefèvre a présenté le mois dernier un rapport sur la protection judiciaire de la jeunesse qu'il a préparé à partir d'une enquête de la Cour. Nous organiserons bientôt 2 auditions à partir d'enquêtes remises par la Cour et qui donneront lieu à des rapports d'information d'Alain Houpert et Yannick Botrel sur la filière bois et d'Albéric de Montgolfier et Philippe Dallier sur le recours par l'État aux consultants extérieurs. Plus tard dans l'année, des enquêtes de la Cour des comptes bénéficieront aux travaux de Francis Delattre sur le fonds CMU, de Philippe Adnot sur l'autonomie financière des universités ou encore de François Marc sur le crédit immobilier de France. Le rapporteur général tirera également profit d'enquêtes sur la fonction publique, tandis que les travaux du groupe de travail que nous venons de constituer sur le logement en vue de préparer les prochains débats budgétaires, n'est-ce pas, monsieur le rapporteur général, seront complétés par une enquête sur les aides personnelles au logement qui sera remise à Philippe Dallier d'ici la mi-juillet. Pour achever cette énumération, j'indique qu'en 2016, ce sont les travaux de Marc Laménie sur la journée défense et citoyenneté qui seront éclairés par les résultats d'une enquête réalisée par la Cour des comptes. Si la Cour des comptes nous prête assistance en réalisant des enquêtes à notre demande, nous nourrissons nos travaux des différentes publications issues de la Cour tout au long de l'année. Nous avions en mai dernier organisé des auditions consacrées à la rénovation thermique des logements privés, en partant de constatations présentées dans un référé consacré à la gestion de l'Agence nationale de l'habitat. Cette audition a pu enrichir les travaux de notre rapporteur général sur la réforme de l'éco-prêt à taux zéro dans le projet de loi de finances pour 2015. Notre rapporteur pour avis du projet de loi sur la transition énergétique, Jean-François Husson, s'y est aussi référé lorsqu'il nous a présenté son analyse du nouveau fonds de garantie pour la rénovation énergétique. La Commission des finances a également organisé une audition pour suite à donner au référé relatif à l'École nationale supérieure des beaux-arts, qui était particulièrement critique. Si Didier Migaud est l'une des personnalités les plus fréquemment entendues chaque année par la Commission des finances, c'est parce que la Cour des comptes joue un rôle croissant dans la gouvernance des finances publiques. Nos rendez-vous institutionnels sont de plus en plus fréquents, nos travaux désormais très imbriqués. En outre, la Cour des comptes devient aussi une actrice à part entière du cycle budgétaire. Elle certifie les comptes de l'État à travers le Haut Conseil des finances publiques, dont la moitié des membres sont issus de la Cour des comptes et à parité, grâce à un amendement du Sénat de notre collègue Gattolin il y a quelque temps.
qui en assure donc la Cour des comptes assure le secrétariat de ce Haut Conseil. Elle joue un rôle dans le déclenchement du nouveau mécanisme de correction automatique. Elle apprécie la situation des finances publiques en amont du débat d'orientation des finances publiques et l'insertion liminaire du rapport public annuel sur les finances publiques constitue généralement un avant-goût des thématiques qui y sont développées. La Cour des comptes est une vigie exigeante en matière de maîtrise des comptes publics et elle est dans son rôle lorsqu'elle insiste sur les risques entourant la trajectoire des finances publiques définie par le gouvernement, ainsi que sur la nécessité de renforcer la maîtrise des dépenses publiques. Ces conseils sont précieux et il est important pour la crédibilité de notre pays dans la zone euro que des voix indépendantes s'expriment sur les finances publiques. Pour autant, je pense qu'il est raisonnable, dans le respect des règles budgétaires européennes, d'adapter le rythme de réduction des déficits aux évolutions de la conjoncture pour ne pas risquer d'amplifier la crise et afin de concilier consolidation budgétaire et croissance, conformément aux conclusions du dernier G20 de Brisbane. Ce choix de politique économique me semble le plus opportun et le plus crédible, dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'une remise en cause de l'effort de maîtrise des dépenses publiques. Tous les rapporteurs spéciaux et pour avis le constatent. Tous les ministères le ressentent, toutes les données d'exécution le montrent. Les dépenses de l'État sont désormais tenues, les économies sont tangibles, les dépenses nouvelles compensées par des annulations ailleurs. Notre effort structurel porte depuis 2014 presque exclusivement sur les dépenses. Au total, je veux donc retenir la grande convergence de nos préoccupations et la priorité que nous accordons à la maîtrise des dépenses publiques. Et au terme de cette intervention, je forme le vœu que notre coopération dans les enceintes institutionnelles comme dans nos contacts informels se poursuive cette année dans les mêmes excellents termes que les années précédentes. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. La parole est maintenant à Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je voudrais à mon tour saluer le travail considérable dont témoigne le rapport public annuel que vient de nous présenter Monsieur le Premier Président et en souligner le grand intérêt, une fois encore, pour le Parlement. Permettez plus spécifiquement au président de la Commission des affaires sociales de se féliciter de la contribution de la Cour des comptes, que la Cour des comptes apporte à travers de multiples travaux à l'évaluation de notre système de protection sociale. Son implication croissante dans ce domaine constitue le corollaire indispensable de la responsabilité exercée par le Parlement depuis l'instauration des lois de financement de la sécurité sociale en 1996. Responsabilité pleinement justifiée dès lors que les finances sociales représentent, je le rappelle, près de la moitié des comptes publics de notre pays. Certes, la situation des comptes sociaux peut paraître relativement moins dégradée que celle du budget de l'État, mais nous partageons le point de vue exprimé à de nombreuses reprises par le Premier président de la Cour des comptes, selon lequel il est profondément anormal de financer par le déficit et l'endettement des dépenses courantes de prestations sociales. Il y va tout simplement de la viabilité d'un modèle social auquel, nous le savons tous, nos concitoyens sont légitimement attachés. S'agissant de l'examen d'ensemble des finances publiques en 2014, la Commission des affaires sociales partage très largement les appréciations portées par la Cour. Comme la Cour, elle considère que la révision des prévisions liées à la dégradation de l'environnement macroéconomique a été tardive dans les textes financiers de fin d'année, alors que le Parlement aurait pu en être saisi dès l'été. De même, alors que l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, le fameux ONDAM, a été revu à la baisse dans la loi de financement rectificatif de l'été, aucune alerte n'a été émise sur le dynamisme des dépenses d'indemnités journalières ou de médicaments, notamment pour le traitement d'hépatite C, que nous avons constaté en fin d'année. Nous partageons aussi plusieurs interrogations
de la Cour sur les perspectives de l'exécution 2015. Sans doute, l'évolution du prix du pétrole et du cours de l'euro fournit-elle à notre pays un ballon d'oxygène bienvenu qui permettra peut-être de tenir les prévisions de croissance, mais comme le souligne le rapport public annuel, les prévisions d'économie en dépenses, qui reposaient principalement sur la non-revalorisation des prestations, n'ont pas été revues à la baisse, malgré une inflation prévisionnelle divisée par 2. Nous nous interrogeons plus fortement encore sur les économies attendues des régimes à gestion paritaire, UNEDIC et retraite complémentaire, en l'absence de toute disposition concrète. De la même manière, si le gouvernement a intégré les moindres dépenses liées au report de la mise en œuvre de la loi sur le vieillissement, qu'en sera-t-il pour le décalage de la loi santé, à laquelle était conditionnée une bonne part des 3,2 milliards d'euros d'économies dans le champ de l'ONDAM? C'est pourquoi la commission des affaires sociales, rejoignant en cela les préconisations de la Cour, souhaite renforcer son contrôle sur l'exécution des lois de financement. Plus que jamais, il lui semble que l'enjeu pour le Parlement réside bien dans la réalité des dépenses exécutées, plus que dans les économies virtuelles annoncées. Nous y consacrerons plusieurs auditions le mois prochain, dès que seront connus les premiers résultats de clôture des comptes 2014 du régime général. Le rapport public annuel 2015 traite également plusieurs points particuliers touchant au domaine social. Il s'intéresse au dispositif du chômage partiel. La Cour avait souligné, il y a 2 ans, son impact limité, alors que l'Allemagne a su en faire un instrument efficace de préservation de l'emploi en période de ralentissement économique. Elle appelle, à juste titre, à évaluer l'efficacité des mesures incitatives votées en 2013 par le Parlement en vue de développer le nouveau dispositif d'activité partielle. Dans le suivi de ces recommandations, la Cour revient également sur un sujet particulièrement important et d'actualité, à savoir l'accès aux soins palliatifs. C'est en effet l'un des rares points de consensus dans le débat sur la fin de vie que d'assurer à tous ceux qui le souhaitent l'arrêt des soins curatifs, une prise en charge adaptée leur procurant la meilleure qualité de vie possible. La Cour note que le plan de développement des soins palliatifs a atteint ses objectifs en termes de nombre d'équipes et de nombre de lits. Mais elle souligne ce que nous constatons tous sur le terrain, que ces efforts sont encore insuffisants par rapport aux besoins. Insuffisance du développement des réseaux, participation des professionnels en ville encore trop faible, malgré l'implication des infirmières, et importante inégalité territoriale se conjuguent pour que l'offre demeure très inférieure aux besoins. Des besoins dont la Cour note que nous n'en connaissons pas encore l'ampleur exacte, faute d'études suffisamment précises. En fait, c'est d'une véritable culture palliative que manque notre pays au regard notamment des pays anglo-saxons. La Cour préconise notamment de mieux adapter les soins palliatifs aux maladies chroniques, d'offrir un accompagnement aux familles et de développer l'offre palliative dans les EHPAD. Ces recommandations, parfois anciennes, se heurtent clairement à des problèmes de financement. J'espère que nous pourrons, avec la Cour, avec le gouvernement, trouver des solutions à ces difficultés. Au-delà des éléments figurant dans le rapport qui nous est remis ce matin, je voudrais souligner l'ampleur des travaux réalisés par la Cour dans le sens d'une meilleure évaluation de nos politiques sociales. Je pense, bien entendu, au rapport annuel sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale qui, par son ampleur, s'apparente en quelque sorte à un second rapport public annuel entièrement consacré à la sécurité sociale. Je pense à la certification des comptes du régime général, mais aussi aux nombreux rapports thématiques ou référés qui constituent pour nous une source extrêmement précieuse en termes d'analyse documentée et de propositions. Je mentionnerai, par exemple, le très récent rapport sur les régimes de retraite complémentaires
que la Cour est venue présenter le mois dernier devant la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, notre MEX. Il s'agissait là d'une première, car jusqu'à présent, la Cour n'avait pas eu l'occasion d'effectuer une analyse financière qui est préoccupante, une analyse d'ensemble de ces régimes à gestion paritaire dont la situation financière est préoccupante et dont les résultats sont pleinement intégrés aux comptes publics notifiés aux instances européennes. C'est donc un enjeu très important pour nos concitoyens et pour nos finances publiques que la Cour nous a permis de mieux appréhender. Enfin, je voudrais rappeler que la Commission des affaires sociales sollicite la Cour, comme le lui permet l'article L132-3-1 du Code des juridictions financières, pour des enquêtes sur des sujets qui lui semblent mériter une analyse indépendante et approfondie. La Cour nous a ainsi rendu, à l'été 2014, un important rapport dressant le bilan des relations établies par le biais des conventions entre l'assurance maladie et les différentes professions libérales de santé. Cette question est au cœur de l'équilibre délicat entre une large couverture de soins de santé par l'assurance obligatoire et le maintien d'une organisation libérale de la santé qui caractérise notre système français. Cette enquête a été pour notre commission riche d'enseignements sur de très nombreux points que je ne développerai pas. Je citerai néanmoins l'une de ces recommandations que nous partageons visant à informer chaque année le Parlement des objectifs et des résultats de la politique conventionnelle. Je souhaite également mentionner, et le président Larcher en a parlé, l'enquête sur la situation des maternités en France, qui avait été demandée par la présidente Annie David et qui nous a été remise il y a quelques semaines. Au-delà des échos schématiques et très souvent inexacts qui ont été donnés par la presse, cette enquête analyse de manière objective la situation de ce secteur essentiel de notre système hospitalier. Les difficultés de recrutement, un financement inadapté, une certaine passivité face à des indicateurs de périnatalité insuffisants, une organisation manquant encore de cohérence sont autant de constats qui appellent aux yeux de la Cour une politique active des pouvoirs publics. Nous avons, au niveau de la Commission des affaires sociales, jugé l'enjeu suffisamment important pour en débattre en séance publique avec le gouvernement sur la base de votre enquête, Monsieur le Président, le 4 mars prochain. Ceci m'amène, pour conclure, à me féliciter que le rapport public annuel comporte, sous forme synthétique, une analyse du suivi des recommandations de la Cour. Cela nous permet de mesurer les progrès accomplis, mais aussi les obstacles qui surviennent ou les marges qui subsistent sur la voie d'une gestion plus efficace de nos politiques sociales et des financements très importants qui leur sont consacrés. C'est un élément qui conforte le concours que la Cour des comptes nous apporte dans l'exercice de nos fonctions législatives et de contrôle. Je ne doute pas que ce concours demeurera extrêmement utile dans les mois et les années à venir, à un moment où, plus que jamais, notre pays doit redresser ses comptes publics. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, nous en avons terminé avec la présentation de ce rapport et je voulais vous en remercier ainsi que Monsieur le rapporteur général. Et maintenant, je vais demander aux huissiers de bien vouloir vous reconduire en vous remerciant. Voilà, vous venez de suivre le dépôt du rapport de la Cour des comptes par le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, une tradition républicaine qui permet également de rappeler le travail conjoint qui peut exister entre le Sénat et la Cour des comptes. Ne bougez pas, on retourne tout de suite dans l'hémicycle pour suivre la reprise des débats sur le projet de loi Transition énergétique et croissance verte. Souvenez-vous, hier, les sénateurs examinaient le titre premier sur les grands objectifs énergétiques de la France. Aujourd'hui, ils s'attaquent à un sujet qui est plus consensuel, l'isolation des bâtiments. Tout de suite, on retourne dans l'hémicycle pour la séance. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 28 rectifié au sein de l'article 3B. Je suis saisie de deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 28 rectifié, qui le défend? Monsieur Revet, vous avez la parole, mon cher collègue. Je suis là. Mais je suis ravie de vous voir, mon cher collègue. Madame la Présidente, Madame la Ministre, cet amendement est simple. Il vise à compléter l'article 3B par le texte en visant une performance de 150 kWh par mètre carré et par an. Classer le logement en partant des plus gros consommateurs énergétiques est une idée pertinente, mais il faut en outre viser une performance énergétique possible après rénovation énergétique. 150 kWh par mètre carré et par an doivent être accessibles à condition de procéder à des travaux pertinents. Merci, Monsieur Revet. L'amendement numéro 588 rectifié. Madame Lamure, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, il est exactement identique à celui de mon collègue Charles Revet. Donc comme défendu. Merci, Madame Lamure. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Pas tout à fait identique, un petit peu moins sévère. Écoutez, mes chers collègues, sur ces deux amendements, la Commission avait donné un avis défavorable. Moi, j'ai un petit peu peur, d'ailleurs, de ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, on a pris deux décisions, notamment obligeant à ce qu'un certain nombre de mesures soient prises avant 2020, et d'autres, on a rendu obligatoire le fait aussi qu'il faut accélérer tous les logements qui ont un propriétaire privé et un locataire. Et s'ils ne veulent pas faire les travaux, Madame la Ministre, il ne se passera rien du tout. Il ne se passera rien du tout. Il n'y a aucune sanction. Je dis ça parce que ces deux mesures, ce sont encore deux mesures un peu plus sévères et contraignantes. Votre objectif est un objectif ambitieux. Nous sommes en train de mettre là en ce moment des conditions encore plus sévères. Madame la Ministre, ce qui va marcher, ce n'est pas le bâton, c'est la carotte. Tout va dépendre des moyens financiers que vous allez mettre pour inciter les Français à rénover leurs bâtiments. Vous mettez des contraintes sans aucune sanction. Donc si, demain, les propriétaires bailleurs privés ne veulent pas faire des travaux avant 2020, vous avez rabaissé de 2030 à 2020, et alors, qu'est-ce qui se passera? Rien, rien. On aura encore plus de difficultés à atteindre les 500 000 logements rénovés. Abaisser le plafond de 2030 à 2020, même sort. Donc moi, je veux bien que l'on continue à avoir des mesures de plus en plus contraignantes. Ces deux mesures le sont, et c'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, moi je vous suggère de retirer l'amendement, de ne pas les mettre. C'est pour ça que nous avons émis un avis défavorable. Mais attention à ne pas vouloir avoir un comportement plus rénovateur, thermique que moi, tu meurs, mais prendre des décisions qui n'auront aucune espèce d'effet et qui risquent de ne pas vous permettre, Madame la Ministre, d'atteindre votre objectif. C'est l'inverse. Ouvrez complètement. N'obligez pas, permettez à ceux qui veulent rénover de le faire, qu'ils soient propriétaires bailleurs, qu'ils soient propriétaires occupants, mais ne mettez pas des freins et des barrières supplémentaires. Vous allez vous compliquer la tâche. Enfin, tout ça pour dire, je vous suggère, mes chers collègues, de les retirer. Ce sont deux contraintes supplémentaires, ceux qui ne sont pas illogiques. Vous fixez la mesure très forte, on n'y arrivera pas, vous en êtes conscient. C'est la raison pour laquelle je vous suggérais de le retirer. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, avis du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, merci, Madame la Présidente. Je vois que Monsieur le rapporteur revient sur l'amendement voté hier. Moi, je voudrais quand même rappeler qu'on est dans une urgence climatique. On ne peut pas, sur la scène internationale, dire qu'il y a une urgence climatique par rapport au dérèglement climatique, que des centaines de millions de personnes vont être menacées maintenant à l'échelle planétaire et prévoir 10 ans pour faire la transition énergétique. Donc je pense que l'amendement qui a été présenté hier par tous les groupes, d'ailleurs, parce qu'il y avait un amendement de l'UMP, du groupe socialiste, du groupe écologiste, du groupe UDI, qui a ramené de 10 ans, mais c'est très long 10 ans, c'est pas une transition énergétique, 10 ans,
à 5 ans le fait de faire des travaux, franchement, ça me semble tout à fait raisonnable. Alors vous avez raison, à nous de faire en sorte qu'il y ait l'accompagnement technique, l'accompagnement financier, et je crois que l'accompagnement technique et financier, il est là. Il faut s'en saisir et il faut vraiment que nous rentrions dans la transition énergétique parce que plus elle sera accélérée, plus les entreprises du bâtiment pourront programmer des investissements et créer les emplois qui vont avec. Et plus le coût des travaux baissera. Si en effet ces travaux restent marginaux, ils vont continuer à coûter cher. Plus ces travaux vont être importants, plus le fait de doubler ces fenêtres, d'isoler les combles, et d'ailleurs, beaucoup de régions, de départements, des communes mettent déjà en place des financements pour aider les particuliers à entrer dans cette transition énergétique et à faire les travaux, parce que c'est du gagnant-gagnant. C'est gagnant pour la facture énergétique des citoyens qui habitent ces logements et c'est surtout gagnant pour les entreprises qui attendent vraiment avec impatience. Et si on dit aux entreprises, ben non, on vous donne 10 ans, on donne 10 ans aux gens pour faire les travaux, c'est pas crédible. Donc moi, je me réjouis de l'amendement qui a été voté hier. 5 ans, c'est déjà très long. 5 ans, vous vous rendez compte, le temps de prendre la décision, d'engager les travaux, de réaliser les travaux, de payer les entreprises, c'est déjà très long. Là, le crédit d'impôt de la transition énergétique, il est fait pour cette année. Je ne sais pas s'il sera reconduit l'année prochaine. Ça, c'est le Parlement qui en décidera, le gouvernement qui prendra des arbitrages. Donc aujourd'hui, le signal que l'on donne aux familles, c'est de s'engager très rapidement dans la mise en place de ces travaux en saisissant ce crédit d'impôt qui allège, je le rappelle, de 30% la facture des travaux. Donc sur l'amendement qui est présenté et qui va aussi dans le bon sens, moi je ne me vois pas en tant que ministre chargé de l'écologie m'opposer à des amendements qui viennent de groupes politiques différents. Et donc, ça veut dire que quelque part, ils sont aussi en train de construire un modèle énergétique offensif. Et quand je vois effectivement des amendements qui sont identiques et qui viennent de groupes différents au Sénat, ma responsabilité politique, c'est de les écouter et de dire, ben, voilà, s'il y a des offensives supplémentaires, par rapport aussi aux difficultés d'arbitrage interministériel, des pesanteurs, des résistances, des bureaucraties diverses et variées qui font que c'est toujours difficile d'avancer et d'accompagner le changement, je me dois de soutenir ces amendements. Alors maintenant, est-ce qu'il faut aller jusqu'à cette précision? Ce n'est pas évident. Ce que je proposerais, c'est de sous-amender votre amendement en prenant acte effectivement de la proposition de la performance énergétique que vous proposez, qui est une performance énergétique exigeante, mais ce n'est pas moi qui vais être contre, puisque je suis pour la construction de logements à énergie positive. Je considère que tous les nouveaux logements, notamment faits par les administrations, pour les constructions publiques, doivent être des logements à énergie positive. C'est tout de suite sur la haute technologie. Pourquoi? Parce que les entreprises du bâtiment, si on est dans l'entre-deux, elles vont se dire, est-ce que ça vaut le coup d'investir tout de suite sur la performance énergétique des bâtiments, sur le choix des matériaux, sur l'efficacité énergétique des fenêtres, etc., sur les récupérations de chaleur? Il faut leur dire oui. Vous avez intérêt à anticiper, puisqu'un jour ou l'autre, les normes seront de plus en plus exigeantes en matière de lutte de performance énergétique des bâtiments. Donc plus on sera dans les entre-deux, plus les entre-deux traînent, moins les investissements sont performants et moins les entreprises sont incitées à investir. Donc moi, je suis favorable à l'accélération de la transition énergétique et dès lors qu'elle est en plus proposée par les sénateurs, je soutiens ces amendements parce que ma responsabilité de ministre chargé de l'écologie, c'est d'accompagner la transition énergétique et d'accélérer la transition énergétique et d'être en phase avec les discours sur l'urgence climatique. Donc j'émets un avis favorable à ces amendements en précisant peut-être que cette performance énergétique sera le plus rapidement possible, bien évidemment, fixée par décret. Madame la ministre, j'ai bien pris acte, mais il faudrait rédiger donc le sous-amendement si vous voulez que je le fasse voter, parce que là, pour l'instant, il n'est pas facile à rédiger. Alors, explication de vote, Monsieur Revet. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que si l'on pouvait développer une politique de logement qui minimise la consommation d'énergie, je crois qu'il faut le faire. Et Dieu sait qu'il y a du travail.
quand on voit les logements qui ont été construits, les locatifs, il y a 50 ans, il y a 60 ans, où ce sont des vraies passoires et où il y a une consommation d'énergie qui est extrêmement importante. Donc des logements à résultat positif, on est tous d'accord. J'ai bien entendu ce que vous avez dit d'ailleurs hier en termes de coûts comparés qui sont extrêmement importants. Alors, ceci étant, je vais peut-être passer la main à Madame Lamure et retirer mon amendement au profit du sien. J'ai bien entendu ce qu'a dit Monsieur le rapporteur, et nous ne devons pas être trop contraignants. Et je considère que celui qui a été déposé par Madame Lamure est plus complet. Et donc, je retire mon amendement au profit du sien. Lamure pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, ça me permet de vous indiquer que mon amendement est assorti d'une condition qui est très importante, qui dit « si le calcul économique le permet ». C'est pour cette raison que je pense que je peux vous inviter à l'adopter. Donc vous proposez de ne pas sous-amender, Monsieur le rapporteur? Oui, je propose de conserver mon amendement dans sa rédaction. Sans sous-amender. Bon, je vous remercie de votre entente entre tous les deux, parce que bien sûr, le meilleur des deux, c'est celui d'Elisabeth Lamure, qui a au moins une petite phrase. Mais vous êtes conscient de ce que vous faites. Vous êtes conscient de ce que vous faites. Vous allez obliger les propriétaires bailleurs privés à dépenser plus d'argent. Vous allez les obliger à dépenser plus d'argent. Ça revient à ça. Mais si, plus vous avez des mesures contraignantes techniquement pour mieux et plus complètement isoler votre logement. Ça ne concerne donc que le propriétaire bailleur qui a un locataire ou deux, trois. Donc quand même un certain nombre de Français, je dirais, de classe moyenne. Cette mesure va les obliger à dépenser plus d'argent. Donc soyez bien conscients des conséquences d'un tel amendement. Mais entre les deux, je préfère bien sûr l'amendement de Madame Elisabeth Lamure. Madame la ministre, souhaitez-vous sous-amender ou acceptez-vous un avis favorable tel quel? Avis favorable. Merci, Madame la ministre. Je vais donc mettre aux voix. J'ai Monsieur, bien sûr, de Cessard qui demande la parole et vous l'avez. J'ai du mal à comprendre votre raisonnement, Monsieur le rapporteur. Tout à l'heure, vous avez donné un avis un peu négatif sur cet amendement en disant « mais il n'y a rien qui contraint les personnes à le faire ». Et donc, moi j'avais compris, lorsque vous disiez cela, un certain regret qu'il n'y ait pas une obligation pour le faire. Donc j'avais compris que vous vous situez bien dans la démarche d'une dynamique positive pour la rénovation des bâtiments. Et là, vous prenez un argument inverse, vous dites, vous savez, ça va coûter cher. Mais, même si c'était plus tard, ça coûterait cher à un moment donné. Donc l'argument que vous défendez maintenant n'est pas du tout compatible avec les arguments que vous avez défendus tout à l'heure. Tout à l'heure, on pourrait comprendre, vous pouvez dire, attention, vous mettez des contraintes, les gens vont avoir du mal à le faire. Donc là, on peut le comprendre. Mais là, vous dites, ça va coûter cher. Mais de toute façon, ça va coûter cher. Le problème, c'est qu'est-ce qui paie, quelles sont les aides, quelles sont les différentes modalités. Mais de toute façon, il y aura un coût à court terme. Mais il y aura des économies à long terme, c'est le principe. Donc là, votre argument, à mon avis, n'est pas cohérent, en tout cas avec l'explication plutôt sensée que vous aviez donnée dans un premier temps. Merci, Monsieur de Cessard. Je n'ai plus de demande d'explication de vote. Je n'en vois pas. Je mets aux voix cet amendement, donc 588 rectifié, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'amendement est adopté. Je mets aux voix l'article 3B ainsi rédigé, qui est pour, mes chers collègues, qui est pour l'article 3B, qui est contre, qui s'abstient. L'article 3B est adopté. Article additionnel après l'article 3B, un amendement 519 présenté par Monsieur Dantec. Oui, on est encore un peu dans la dynamique de hier soir et j'ai encore un peu de mal à me recaler par rapport au clivage politique habituel de cette Assemblée, puisque j'ai bien entendu le rapporteur
expliqué que le bâton, ça ne marchait pas et que seule la carotte comptait. Donc l'esprit 68 art soufflait ce matin sur l'Assemblée et sur les propos du rapporteur. Néanmoins, j'ai tendance à penser que la carotte et le bâton vont un peu ensemble et que c'est comme ça que ça marche le mieux. Mais ici, ça répond peut-être à une partie justement des objections du rapporteur. L'amendement qui vous est proposé est un amendement qui dit à quel moment est la contrainte, je dirais donc le bâton. Et il y a un moment clé, pour faire la rénovation énergétique des bâtiments privés résidentiels, c'est le moment de la mutation. Parce que la mutation, c'est en plus un moment où le secteur bancaire intervient, notamment en termes de pré-relais. Donc c'est vraiment, s'il y a un moment où l'on peut justement trouver les financements, mettre une obligation légale, c'est bien le moment de la mutation. Donc l'amendement que je vous propose me semble tout à fait compléter ce qu'on a déjà voté, y compris, comme l'a dit Madame la Ministre, le fait d'avoir mis l'obligation de rénovation pour le parc locatif en 2020, en proposant donc qu'à partir de 2030, là c'est quand même une date extrêmement raisonnable, mais si vous sous-amendez en 2020, je vous suivrai. Mais en tout cas qu'à partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels devront faire l'objet d'une rénovation énergétique à l'occasion d'une mutation selon leur niveau de performance énergétique. Et en étant toujours aussi modéré, mais là aussi on peut en discuter pour durcir le texte, je vous propose qu'on ait un calendrier progressif d'application de cette obligation en fonction de la performance énergétique étalé jusqu'en 2050, ce qui nous permet bien de tenir l'objectif 2050 qui est dans la loi. Donc il me semble que c'est un amendement de complément du dispositif existant et extrêmement modéré dans sa mise en application. Merci, Monsieur Dantec. Avis de la Commission sur cet amendement, Monsieur le rapporteur. Alors, mes chers collègues, c'est une obligation supplémentaire. Elle n'est pas bénigne, celle-là. Hein, elle n'est pas bénigne. Vous êtes dans une situation où vous devez vendre pour des raisons personnelles. Vous êtes au chômage, vous allez en maison de retraite. Donc, le couperet tombe. Dès que l'on vend, on doit obligatoirement faire des travaux de rénovation. C'est bien ça que ça revient, on est bien d'accord. Non mais vous êtes dans votre logique, complète. Mais liberté, où vas-tu? Où vas-tu? C'est fini, c'est fini. Comment c'est la loi? La loi, c'est comme une liberté en France, on fait ce qu'on veut de son logement. Il ne faut pas qu'il y ait une mesure législative qui fait que demain, le Français soit condamné à vendre lorsqu'il n'a pas notamment les moyens de faire un certain nombre de travaux. Donc bien sûr, la Commission a donné un avis défavorable, mais cette inflation d'obligations supplémentaires, vous êtes dans une logique totale avec vous-même. Je ne suis pas surpris que vous déposiez cet amendement qui est, de mon point de vue, un amendement liberticide. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, avis du Gouvernement. Merci Madame la Présidente. Non, c'est vrai que c'est un débat quand même intéressant parce que vous disiez hier, Monsieur le rapporteur, que l'Allemagne réussissait à faire 720 000 logements en travaux d'isolation. C'est parce qu'il y a des règles très contraignantes en Allemagne. C'est-à-dire effectivement que la rénovation des logements est obligatoire au moment des mutations. C'est-à-dire que depuis très longtemps, l'Allemagne a fait ce pari pour donner un signal fort. Et comme vous le disiez d'ailleurs très justement tout à l'heure, il n'y a pas de contrainte dans le texte. Ce qu'il faut, c'est que la société tout entière s'engage dans cette transition énergétique et qu'on considère que les travaux d'isolation sur les logements constituent une chance pour créer des activités, une chance pour la croissance verte, une chance pour que les entreprises du bâtiment, les artisans et du travail, une chance pour que les gens n'hésitent plus. Deuxièmement, l'objectif est comme très lointain, c'est 2030. Ça veut dire, et c'est relié avec l'amendement que vous venez d'adopter, qu'aujourd'hui les gens vont se dire, bon, de toute façon on a jusqu'en 2030, cette année on va faire les doubles vitrages, l'année prochaine on fera les combles, l'année suivante on fera l'isolation des façades, etc. Et de toute façon, ça va valoriser leurs biens. Dans quelques années, un logement qui ne sera pas bien isolé sera un logement qui aura perdu beaucoup de sa valeur. Et donc, c'est une façon aussi d'aider les propriétaires à faire en sorte de valoriser leurs biens, de le vendre dans de meilleures conditions, parce que même aujourd'hui où ces obligations n'existent pas, regardez, la performance énergétique, l'affichage de la performance énergétique dans les documents notariés est obligatoire, et les gens commencent à faire de plus en plus attention parce qu'ils regardent maintenant les factures d'énergie qu'ils sont obligés de payer tous les trimestres, et ils voient bien que l'investissement dans l'isolation énergétique est tout à fait important. Et c'est d'autant plus crucial d'accélérer le mouvement que
les collectivités territoriales, vous êtes des élus des territoires et vous voyez bien les efforts considérables que font les collectivités pour implanter des lieux d'information sur les travaux d'économie d'énergie, les efforts que font les artisans pour se former, pour être au niveau des travaux d'isolation d'énergie. Si on accompagne ce mouvement, à ce moment-là, en effet, on va déclencher les acteurs économiques pour qu'ils investissent et les particuliers pour qu'ils sortent leurs économies et que leurs économies dans les travaux d'isolation d'énergie sont parfaitement bien placées puisque ça revalorise leur patrimoine immobilier qui donc sera vendu dans de meilleures conditions. Donc à partir du moment où, si vous le permettez, Monsieur le rapporteur, contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas de contrainte, c'est un signal fort. On est dans une logique où il faut que les gens aient envie de s'engager dans cette transition, sans qu'on les menace ou quoi que ce soit. S'ils n'ont pas les moyens financiers, ils ne vont pas les faire. Mais l'idée, c'est qu'ils se saisissent très rapidement du crédit d'impôt, des prêts à taux zéro, des sociétés de tiers financement, et de faire en sorte que du coup, puisqu'il y aura beaucoup de commandes, que les prix des travaux d'isolation puissent baisser. Plus il y en aura, plus les prix vont baisser, plus ça va être performant. Et plus nous réussirons à baisser les consommations énergétiques, et donc on a du gagnant pour les citoyens qui vont faire des économies d'énergie, gagnant pour les territoires qui vont créer des emplois dans les filières du bâtiment, et gagnant pour la planète avec la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc l'urgence climatique doit s'accompagner aussi de l'accélération d'une transition énergétique et c'est de cette façon-là, je crois qu'on sera le plus efficace en termes de création d'activités et d'emplois. Donc le gouvernement émet un avis favorable à cet amendement. Merci Madame la Ministre. Madame Lienemann, pour explication de vote, vous avez la parole, ma chère collègue. Oui, on voit bien dans cette affaire qu'il faut trouver les outils qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif. Là, on vote un objectif. 2030, ça donne un certain temps. Mais je voudrais bien signaler au pouvoir public, et je pense que la ministre en est consciente, que prendre une telle décision suppose qu'on crée de nouveaux outils pour répondre à ça. Pourquoi ? Parce que quand je prends un exemple, une personne âgée, même si elle a fait un certain nombre de travaux réguliers, parce qu'elle en avait les moyens déjà, ou même qu'elle a fait appel à un tiers financeur, j'insiste, je ferai d'ailleurs un amendement pour qu'être sûr que dans les plateformes énergétiques, on aille aux gens et on n'attende pas que les gens viennent parce que vous avez toute une série de personnes qui, à partir de 70 ans ou autres, ne savent même pas, ont peur que ce soit trop cher, etc. Donc, on a d'abord ce travail-là. Deuxième travail, quand vous êtes à la mutation, que vous n'êtes pas aux normes, on ne vous prête plus à la banque. Quand vous avez 77 ans ou 80 ans, on ne vous prête plus. Et les sociétés de tiers financeurs ne marcheront pas. Donc, il faut trouver un système qui soit de prêt, qui permette qu'au moment de la revente, on déduise l'argent qu'on a mis en investissement. Et donc, là, il y a tout un montage financier, technique, juridique à créer pour avoir un outil spécifique qui, au moment de la mutation, permet à celui qui n'a pas d'argent à avancer de faire les travaux et de prendre sur le prix qui va être déduire du prix. Pour l'heure, ces outils, à mon avis, n'existent pas ou que très rarement. Mais pour autant, comme on est à l'horizon de 2030, eh ben, se fixer des objectifs, c'est aussi se fixer l'obligation de trouver les moyens. C'est toujours le même débat. Je rappelle qu'on a eu pendant des lustres ce débat sur le DALO. Fallait-il faire le droit opposable tant qu'on ne savait pas comment on logerait tout le monde, ou fallait-il faire le droit opposable pour s'imposer de loger tout le monde? Manifestement, mettre l'obligation n'est pas toujours mettre les moyens. J'espère en tout cas, Madame la Ministre, que la Nation mettra les moyens pour que les propositions de nos collègues d'Antec puissent rentrer dans les faits sans que ce soit une pénalité pour les plus faibles. Merci Madame Lienemann. Monsieur Dantec pour explication de vote. Oui, je rejoins complètement le propos de Marie-Noëlle Lienemann et on sait bien qu'on a un outil financier à préciser et qui doit être, à mon avis, opérationnel bien avant 2030 parce qu'il va servir dans d'autres domaines et que cette facilité d'accès au crédit, notamment par le tiers financement, est un point clé pour une loi efficiente. Je remercie le rapporteur Ladislas Poniatowski, c'est encore le matin, mais là de bien remettre la droite à droite et la gauche à gauche, parce que son discours, d'abord, je pense que le terme liberticide, chers collègues, il faut qu'on le garde pour un certain nombre de situations dans le monde tel qu'il est, gardons-le pour des situations qui le nécessitent. Néanmoins, c'est un vrai discours libéraliste qu'a tenu le rapporteur, et il est clair aujourd'hui que l'état de la planète, c'est le libéralisme, c'est l'incapacité effectivement à mettre de la régulation et de penser que spontanément, uniquement
par la carotte, par l'incitation, les choses marchent et on retrouve une trajectoire 2 degrés, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, ça n'existe pas. S'il n'y a pas des règles, et Madame la Ministre a rappelé que l'Allemagne, qui sert parfois même aux rapporteurs d'exemple sur la question de la réhabilitation et la rénovation du parc de logements, le faisait, c'est comme ça qu'elle a atteint ses objectifs. En plus, je pense qu'il y a une vraie cohérence avec ce qu'on a voté hier, c'est-à-dire on a donné un premier signal 2020 sur la rénovation du parc privé locatif. Là, on donne un signal 2030. Pour un certain nombre d'entreprises, ça veut dire qu'il y a un vrai schéma cohérent d'engagement, de création de filières, de création de formation. Et donc, on est bien étape par étape et on crée de la cohérence dans la loi. Et enfin, en termes de liberté, sans utiliser des mots trop forts, je rappellerai quand même que ces logements qui sont des passoires thermiques vont effectivement de plus en plus connaître une décote. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que ce sont les logements qui seront achetables par les plus modestes. Et ça veut dire que les plus modestes, si on ne met pas une obligation, se retrouveront avec des logements qui seront des passoires, soit ils ne pourront pas se chauffer, soit ils se retrouveront en situation de précarité financière, énergétique et d'endettement. Donc c'est une mesure tout à fait raisonnable et rationnelle, et je crois que nous pourrions la voter tous ensemble, en écoutant bien ce qu'a dit Marie-Noëlle Lienemann sur le fait qu'il y a des accompagnements bancaires encore à trouver, mais on a le temps pour cela. Merci, Monsieur Dantec. Monsieur Chassaing, pour explication de vote. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voulais effectivement attirer l'attention sur ce que dit Madame Lienemann. À partir d'un certain âge, c'est plus possible d'avoir de crédit. Et de plus, je connais, en tout cas dans mon département, des agriculteurs qui sont retraités avec 700 € de retraite par mois, ou des artisans qui se chauffent au bois parce qu'ils ne peuvent pas se chauffer à d'autres énergies et qui n'ont pas les moyens de rénover leur bâtiment. De plus, certains vont effectivement aller en EHPAD, c'est ce qu'a dit le rapporteur, et s'ils ne peuvent pas payer le prix de l'EHPAD, ils seront obligés de... Donc le département, bien sûr, viendra en aide, mais il y aura une vente du bien. Et s'il y a une vente du bien, ce bien ne pourra pas se vendre puisqu'il ne sera pas rénové. Donc dans l'article, il y a bien devront faire l'objet d'une rénovation énergétique. Alors, Madame la Ministre, vous avez indiqué que effectivement c'était très bien pour l'artisanat, c'était très bien au niveau économique. Et c'est ce qu'il faut inciter à faire, puisque le gros enjeu de la transition énergétique, c'est l'isolation des bâtiments. Ça, on est d'accord. Mais on ne peut pas indiquer que c'est absolument obligatoire quand les gens n'ont pas les moyens de le faire. Il faut les inciter, mais il n'est pas possible de les obliger. Merci. Merci, Monsieur Chassaing. Monsieur De Cessart, pour explication de vote. Monsieur le rapporteur, je vais encore faire des remarques sur vos observations, mais sachez qu'il n'y a rien de personnel, hein, mais c'est simplement par rapport aux options que vous défendez. C'est en 2030, monsieur le rapporteur, et vous-même, vous avez donné les conditions. Vous avez dit qu'il n'y a rien de contraignant. Donc la question est posée, il n'y a rien de contraignant au début. J'ai trouvé ça très intéressant, votre analyse. Et là, il y a quelque chose de contraignant. En 2030, donc il y a quand même le temps de s'y préparer sur les moyens à mettre en œuvre, sur les crédits à apporter, sur toutes les modulations techniques. Donc la question qui est posée, est-ce que votre discours du départ, c'était simplement le discours de bonne intention, ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté de mettre en œuvre? Parce que j'avais compris que dans cet hémicycle, et même à l'Assemblée nationale, gauche et droite, on avait bien sûr des débats sur le nucléaire, j'y reviendrai pas, j'ai raté la bonne discussion d'hier, mais sur la rénovation thermique, on était tous d'accord. Ben oui, mais les amis, si vous dites que ça coûte cher, il ne faut pas le faire, ben, de toute façon, ça va coûter cher. Au début, à court terme, ça ne coûtera pas cher sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce qu'il y aura des économies. Mais il y a bien un moment où il faudra avancer l'argent. Ben, si vous reculez devant l'obstacle, eh bien, on ne le fera jamais. Donc, c'est ça un discours d'intention, c'est dire il faut bien le faire, mais attention, à la moindre difficulté, stop, on s'arrête, ce n'est plus possible. Il faut quand même bien qu'on mette des conditions, il faut bien qu'on mette
justement. Alors ce n'est pas liberticide, monsieur le rapporteur. Les gens ont la possibilité de le faire avant. Ils ont la possibilité de s'organiser d'ici 2030. Ils ont la possibilité d'engager les travaux avant la mutation. Mais si vous ne mettez pas un objectif, eh bien, ça ne se fera jamais. Et c'est ce qu'on appelle un discours de bonne intention sans les actes de mise en œuvre. Monsieur le rapporteur, c'est pas simplement, Madame la ministre a décrit tous les avantages, je vais en donner deux autres. Nous avons ensemble fait une mission sur l'électricité et on a tous la volonté d'une indépendance énergétique. Eh bien, moins il y aura de consommation, plus il y aura d'indépendance énergétique. Monsieur le rapporteur, on a tous vu la difficulté qu'il y avait à gérer les écarts de consommation. Eh bien, plus il y aura de la rénovation thermique qui sera mise en place rapidement, plus on réduira les écarts. Parce que la rénovation thermique que vous avez des difficultés à mettre en place, elle conduira à des écarts très importants de consommation. Parce que c'est au même moment qu'on consomme, dans l'année et par jour et au niveau horaire. Ce qui veut dire qu'on va construire des centrales thermiques. Ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un qui va payer. Donc on va payer plus cher l'électricité. L'État sera obligé de payer. Donc lorsque vous dites c'est cher, c'est un investissement qui est cher, c'est économique à long terme. Et en plus, ce que vous ne mettez pas en place maintenant, parce que c'est cher pour le particulier, ça sera cher pour l'État ou cher pour les entreprises, et donc ça reviendra à être cher pour le consommateur. Donc ce n'est absolument pas une économie que vous faites. Merci, Monsieur de Cessart. Madame Létard, pour explication de vote. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Je ne vais pas répéter ce que, sur tous les bancs, chacun a pu exprimer largement. On est tous d'accord sur le fait que la rénovation thermique des bâtiments et de l'habitat privé ancien est une nécessité et un des éléments qui permettra d'atteindre tous les objectifs que nous visons collectivement. Sauf, c'est vrai, Ronan Dantec, on ne peut partager que les objectifs qui sont dans l'amendement que vous portez. Mais Marie-Noëlle Lienemann l'a dit par expérience, on le sait tous quand on est élu local. Qui sont les ménages qui ont le plus de difficultés à justement accompagner la rénovation thermique de leur logement? Qui sont les ménages propriétaires occupants qui sont en surendettement liés à des consommations d'énergie trop élevées parce qu'ils sont dans de l'habitat dégradé? Ce sont les ménages les plus modestes. Ce sont donc ceux qui auront les pires difficultés du monde le jour où ils voudront céder leur logement ou faire les travaux à avoir la solvabilisation. Alors aujourd'hui, une chose se pose. On le sait, le programme Habiter mieux, qu'est-ce que c'est? Le programme Habiter mieux, ce sont les outils mis en place par l'ANA pour faire en sorte que tous ces petits propriétaires occupants, qui sont des retraités, qui sont des gens qui vivent tant dans la ruralité que dans l'urbanité et dont la vocation sont vraiment, enfin en tout cas ces outils Habiter mieux sont faits pour accompagner cette solvabilisation. Aujourd'hui, on sait qu'on arrive au bout du dispositif et qu'il n'y a plus les moyens. D'accord? Donc aujourd'hui se pose le problème du financement, de la solvabilisation des ménages modestes, voire très modestes, qui sont ceux qui occupent ces patrimoines. Donc le problème, il est bien lié aux modalités d'accompagnement de l'objectif. Donc si vous le voulez bien, moi je proposerai bien à Madame la Ministre, à notre rapporteur, mais surtout à Monsieur Dantec qui est l'auteur de l'amendement, eh bien peut-être de sous-amender, s'il le veut bien, l'amendement en disant sous réserve des outils financiers qui permettront d'atteindre cet objectif. Tout simplement parce que sinon, comme l'a dit Marie-Noëlle à juste titre, imaginez la personne retraitée, propriétaire de sa petite maison, qui a besoin de partir en maison de retraite parce qu'elle est atteinte d'une maladie neurodégénérative. Elle doit vendre son logement, elle a une toute petite retraite, elle n'a pas les moyens de faire les travaux, elle n'a pas le droit de vendre son logement. Donc on voit bien qu'il y a des limites à cet exercice et ces limites vont toucher les ménages les plus modestes, ceux qu'on doit accompagner, ceux qui sont pénalisés. Donc vraiment 100% d'accord sur l'objectif et moi je vote cet amendement si M. Dantec accepte de le modifier, de le sous-amender pour mettre cette garantie sur le financement. Ça reviendra dans le débat à plusieurs reprises car tout ce qui accompagne ces ambitions qui sont vertueuses, ça doit être bien sûr mesuré à l'aune des personnes les plus fragiles. On sait que les objectifs et les ambitions en matière environnementale creusent le fossé entre ceux qui sont en capacité d'accompagner cette évolution et ceux qui ne le sont pas. On ne doit jamais perdre de vue que tout ce qui touche à la solidarité et à l'environnement, à l'écologie, doivent être pensés collectivement, doivent être pensés de façon
cohérente, parce que si on ne crée pas les éléments et les outils qui vont avec, on va créer un vrai fossé entre ceux qui ont les moyens d'accompagner la transition énergétique et ceux qui ne l'ont pas. Merci Madame Létard. Madame Herviot pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. À ce moment du débat, je voudrais aussi parler des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus et qui sont les locataires. Ça touche à la fois bien sûr cet amendement, mais les deux amendements précédents. Si vous êtes élu dans une commune, si vous faites partie du CCAS, vous avez pu tous voir que quand on dit que ça coûte cher peut-être aux propriétaires, je veux bien, mais ça coûte cher surtout aux locataires. Et tous ces appartements ou ces maisons, surtout dans les zones rurales, qui sont des maisons rénovées ou de briques et de broc, souvent qui sont des vraies passoires à chaleur, sont souvent chauffées avec des radiateurs un peu style grille-pain, et l'argent qui est mis dedans par les locataires, c'est vraiment des sommes astronomiques parfois pour eux, pour leurs revenus moyens, parce que plus le logement loué est dévalorisé, parce que pas mis en rénovation, plus le coût du chauffage, le coût de l'électricité est important. Donc je crois que quand on dit que ça coûte cher d'abord aux gens qui louent ces logements, et comme souvent ils ne peuvent pas faire face à ce qu'ils doivent à l'électricité, eh bien ce sont ensuite les CCAS qui, par des accords, prennent le relais. Donc ça coûte cher aussi à la collectivité et d'une autre manière. Donc je crois que quand on parle bien sûr des propriétaires qui ne sont pas des gens qui roulent sur l'or, il faut prendre des précautions, mais globalement, dans tous ces cas-là, ce sont quand même les gens qui ne sont pas propriétaires qui sont les premiers à subir le contre-coup de la non-mise aux normes et de la non-réfection de ces bâtiments. Merci Madame Hervieux. Monsieur Cardou pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Madame le Ministre, pardonnez-moi d'intervenir, je n'avais pas prévu, mais je crois que nous sommes dans un débat, pour ma part, que je considère comme assez surréaliste. Je suis tout à fait des conclusions de notre rapporteur. Nous sommes dans une démarche libérale, ce que, bien sûr, n'a pas souhaité suivre M. Dantec, mais quand même. Nous sommes déjà dans une économie administrée. Allons-nous rentrer dans une vie et dans les choix des Français qui vont être administrés? Considérons-nous comme normal que, dans quelques années, si on suit une telle dérive, chacun d'entre nous doive avoir son petit livret dans sa vie individuelle de tous les jours pour savoir ce qu'il a le droit ou ce qu'il a le droit de ne pas faire. Donc, imposer de telles choses, et j'y reviendrai sur le délai à l'occasion d'un texte sur l'énergie, je trouve assez ça surréaliste, mais enfin, je suis peut-être à côté de la plaque, mais je voulais le dire. La deuxième chose, c'est qu'on est en train de légiférer pour 2030. 2030, c'est dans 15 ans, c'est presque une génération. Avons-nous le droit, pouvons-nous nous arroger le droit de prendre de telles décisions pour le léguer aux générations futures? Nous allons déjà leur léguer collectivement des déficits budgétaires considérables qu'on a chiffrés de manière individuelle par Français qui seront extrêmement lourdes. Allons-nous ajouter à ces charges collectives que le gouvernement en place à l'époque devra bien assumer, des charges individuelles résultant de tels textes? Moi, j'avoue que je suis assez sidéré qu'on puisse imaginer de telles choses. Et le troisième élément que je voulais souligner, Madame le Ministre, c'est que, bien entendu, ces travaux en 2030 seront réalisés par des entreprises et des artisans, mais croyez-vous qu'actuellement les artisans, dans l'état de besoin de travail devant lequel ils sont sensibles à un argument en disant on vous donnera du travail en 2030. Moi, je pense qu'on pourrait plutôt considérer que les artisans actuellement sont confrontés à des difficultés importantes et c'est maintenant qu'il faut leur apporter des solutions, c'est pas en 2030. Donc voilà, j'ai simplement voulu exprimer ce que je ressentais à l'occasion de ce débat et bien évidemment, vous avez compris que je ne voterai absolument pas cet amendement. Merci Monsieur Cardou. Monsieur Dallier pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, moi je ne me placerai pas sur le terrain des libertés individuelles. Je crois que l'objectif, nous le partageons tous. Seulement, je ne veux plus voter d'amendements ni de textes qui promettent à terme
monts et merveilles sans savoir si nous avons la capacité de le faire et comment nous allons le faire. Nous sommes en 2015. Souvenez-vous, chers collègues, qu'en 2005, il y a 10 ans, nous avons voté à l'unanimité, je crois, ici au Sénat, à l'Assemblée nationale, le texte, la fameuse loi handicap. Et à mon avis, on l'a fait, j'en ai pas exactement le souvenir, mais sans évaluation des coûts pour les collectivités locales. Et on a vendu à nos concitoyens que nous allions mettre à niveau tous les bâtiments publics. Dans ma commune de 22 000 habitants, quand on a fait le calcul, c'était 15 millions d'euros à trouver. On a été incapable de le faire, même si nous avons fait des choses avec de la bonne volonté, mais on a été incapable de le faire. Et 10 ans plus tard, c'est rendez-vous devant les Français, et les parlementaires sont obligés de leur expliquer, écoutez, on est bien désolé, mais encore une fois, on avait voté une loi généreuse, mais on n'est pas capable, on n'a pas été capable de la mettre en œuvre. Le DALO, est-ce que ce n'est pas un peu aussi la même chose? Bien évidemment qu'il faut un toit pour chacun, pour chaque famille. On a voté le DALO en sachant toutes les difficultés qu'on aurait. Oui, c'est nous, Madame Lienemann, vous avez raison, mais 2005, c'était nous, le DALO, c'était nous, je ne dis pas le contraire. Mais je pense que ça soit la loi handicap ou le DALO, je pense qu'on l'a tous voté. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, on est confronté à la réalité et on n'est pas capable de mettre en œuvre. Dans les zones non tendues, il n'y a pas de problème, mais dans les zones tendues, on aboutit à des situations complètement absurdes. Les gens devant le tribunal administratif font condamner l'État, condamnation qui ne signifie rien, on prend dans une poche de l'État pour mettre dans l'autre. Que croyez-vous que les Français en pensent? C'est vraiment ça la question aujourd'hui. Alors bien évidemment que je partage l'objectif, mais voter des amendements ou des textes qui effectivement fixent de grandes ambitions sans nous dire comment nous allons les atteindre, moi je ne peux plus le faire. Merci Monsieur Dallier. Monsieur Grémillet pour explication de vote, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, je complète le propos de mes deux collègues à l'instant. L'idée est bonne, mais mesurons les conséquences de cette idée. Moi, je voudrais la prolonger un instant. Celles et ceux qui n'auront pas la capacité, effectivement, de faire ces travaux, ça va se résumer à des friches urbaines, des friches rurales, tout simplement. Alors qu'on est dans un pays où il y a de plus en plus de personnes qui sont mal logées. Donc, effectivement, l'idée, mais c'est pas assez précis pour pouvoir, effectivement, définir, arrêter 2030. Moi, je ne peux pas voter, effectivement, un amendement de cette sorte qui va avoir des conséquences terribles qu'on n'a pas forcément mesurées. C'est une bonne idée, mais ça reste au stade de la bonne idée. Donc, je ne peux pas le voter. Merci, Monsieur Grémillet. Monsieur Le Scornec, s'il vous plaît, pour explication de vote. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je partage beaucoup de points de vue exprimés, notamment ce qui a été exprimé par les Verts pour ce qui est des objectifs, mais surtout par Valérie Létard, qui a soulevé tout de même la question des moyens. Et ce qu'a dit aussi le collègue Dallier par rapport au fait qu'on fasse des promesses et qu'on ne les tienne pas, politiquement, c'est dangereux. Je pense que si nous pouvons réussir, c'est parce qu'on va prendre des engagements fermes et clairs. Sinon, on ne va pas entraîner les gens dans l'enthousiasme. Il faut de l'enthousiasme à cette histoire. Nous sommes à un moment de grande crise où il faut prendre des grands objectifs, mais dégager les moyens. Et on peut, parce que ça va créer beaucoup d'emplois. Si on y va tous, si on y croit, je pense qu'on est capable de faire une grande œuvre sur la question du logement, dans la création des nouveaux logements de qualité, mais également de la rénovation des anciens logements qui est plus difficile. Mais donc si l'État, bien sûr, est garant, si ensemble, tous ensemble, nous élaborons un document précis et qui donne des garanties, qui donne un peu d'espoir aux gens, car aujourd'hui, non seulement la situation est difficile, mais nous sommes tous en panne de donner de l'espoir aux gens. C'est quand même très très grave. Non seulement ils vivent mal, mais on n'est pas capable d'apporter de l'espoir. Alors ici, avec ce projet-là, peut-être qu'on peut apporter un peu d'espoir. Alors mettons-y, prenons les engagements, soyons fermes, soyons clairs, mais je pense qu'il faut y aller. C'est une grande affaire. Merci, Monsieur Danesi, pour explication de vote. Oui, cet amendement, selon moi, heurte tout simplement la réalité, n'est-ce pas, du quotidien.
En effet, en plus des personnes âgées, déjà citées par notre collègue Mme Lienemann, il y aura également les héritiers qui auront du mal à se mettre d'accord sur les modalités de financement de la rénovation du logement ou de la maison. Et puis, il y aura, parce qu'ils sont nombreux, nous le savons, les divorcés, qui ne s'entendent plus sur tout, enfin, généralement, ils ne s'entendent même plus sur rien du tout, d'ailleurs, et qui n'auront certainement pas la possibilité de se mettre d'accord sur les conditions de financement d'un logement qui sera vendu par la suite, n'est-ce pas? Ça, c'est les réalités du terrain. Et donc, il y aura chaque année des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui, à partir de 2030, ne pourront pas appliquer la loi. Et donc, cette obligation me paraît inutile, pour une raison bien simple. Madame la ministre l'a fort bien dit. Le marché de l'immobilier, il va se traduire par des décotes très fortes, très élevées, pour tous les logements qui ne seront pas effectivement mis aux normes en matière d'isolation. Donc, pourquoi vouloir obliger les gens à faire quelque chose qu'ils ne sont pas en mesure de faire, alors que, tout simplement, il y aura derrière, il y aura tout naturellement la sanction du marché. Et puis c'est ça, tout simplement, le simple bon sens. Et par conséquent, je ne voterai pas cet amendement. Merci, Monsieur Danesi. Je n'ai plus de demande d'explication de vote. Si, Monsieur le rapporteur, je vous en prie. Ah, Monsieur Courteau aussi. Oui, je voudrais saisir éventuellement la suggestion, si Monsieur Dantec est d'accord, de Valérie Létard. Donc, à minima, atténuer l'amendement de M. Dantec avec la suggestion économique que propose Valérie Létard. Et on pourrait prendre exactement les mêmes termes de l'amendement précédent d'Élisabeth Lamure. On pourrait mettre, il faut que vous soyez d'accord bien sûr, à partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels devront faire l'objet d'une rénovation énergétique à l'occasion d'une mutation, virgule, selon leur niveau de performance énergétique et si le calcul économique le permet. Je reprends mot pour mot. Donc ça atténue, ça ne change rien au reste. J'ai bien compris que le reste avait un caractère de repousser à un décret qui sera pris par le gouvernement et qui laisse un laps de temps quand même, puisque j'ai bien noté que votre mesure était pour 2030. Ça atténuerait la brutalité. Et quand Valérie Létard a fait cette proposition, elle a parlé bien sûr notamment des personnes âgées, ceux qui risquaient de partir, mais il n'y a pas que ces personnes-là. Une personne qui est mutée professionnellement, si elle est obligée de vendre en urgence, elle sera pénalisée. Une personne au chômage, il arrive que des gens au chômage soient aussi obligés de vendre leurs biens en urgence. Donc il y a plein de cas de figure que vous connaissez les uns et les autres à travers vos bureaux d'aide sociaux, des situations locales, chacun les connaît bien. Donc ça laisse du temps et ça atténue la mesure. Donc ça serait la proposition que je pourrais suggérer et elle est simple. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur Courteau. Attendez, parce que j'ai beaucoup de demandes de parole. Attendez. J'ai encore beaucoup de demandes de parole. Alors, Madame la ministre, vous voulez la parole? Je vous en prie. Merci, Madame la Présidente. Moi, je vais me rallier à cette solution de compromis. Parce que je pense qu'on est dans la co-construction, c'est-à-dire on essaye tous les uns et les autres de faire des choses utiles à notre pays. Je pense qu'il faut positiver le discours surtout. C'est-à-dire que si on commence par faire la liste des obstacles ou des inconvénients, on ne va pas rentrer dans la transition énergétique et ça va être difficile sur le plan économique. Donc plus les indicateurs sont clairs, plus ça stabilise les entreprises. Et ça, c'est très important. Après, il faut fixer des échéances raisonnables. 2030, c'est quand même une échéance raisonnable. Et je dirais même que ça protège les propriétaires. Parce qu'ils ont cette perspective-là et on sait très bien que plus le temps va passer, plus un logement qui sera mal isolé va perdre de sa valeur. Et donc, à fixer un objectif clair et en même temps à prévoir, comme le propose effectivement l'amendement, qu'il faudra bien les moyens financiers d'accompagnement, ça va obliger l'État, tous les ans, de mettre les moyens nécessaires à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Parce que cette Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, vous le savez, vous qui êtes des élus locaux, elle est très efficace. Et elle permet aux familles, aux personnes seules, de revenus modestes,
d'accéder aux travaux d'économie d'énergie au meilleur coût, parce que du coup, elles sont accompagnées aussi, donc il y a un contrôle aussi sur les prix pratiqués par les entreprises, et ça a permis, à travers le territoire, de rénover plusieurs dizaines de milliers de logements. Et donc, en effet, l'idée de dire il faut un accompagnement financier, ça va mettre l'État devant ses responsabilités au moment de chaque année de vote du budget de l'ANA. Ça permet de faire un objectif assez lointain, je pense 2030, qui protège les propriétaires. Et ça permet, avec la proposition du rapporteur de la condition économique, de faire face en effet aux situations d'urgence qu'il a évoquées et que l'on peut effectivement prendre en considération. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Il faut avancer par étapes, mais en même temps il faut avancer avec détermination et clarté pour que le mouvement de la société aille bien dans le sens des économies d'énergie, parce qu'au bout du compte, ça protège les consommateurs et ça protège les propriétaires qui verront ainsi leurs biens revalorisés. Merci, Madame la Ministre. J'ai beaucoup de demandes de parole. Avant toute chose, Monsieur Dantec, acceptez-vous de rectifier votre amendement ou est-ce que vous préférez qu'on dépose un sous-amendement ? Écoutez, je pense qu'il faut un sous-amendement. Moi, je propose, enfin, si c'est moi, je ne sais plus si c'est le même statut, mais avec ce que vient de dire Madame la Ministre, les échanges qu'on a eus avec Madame Létard et Madame Lienemann, je pense que si on met sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats, on répond totalement à la question. Et ça répond tout à fait à ce que vient de dire Madame Royal, de dire ça met aussi l'État devant ses responsabilités. Je n'espère même peut-être pas une phrase aussi claire de la part de l'État. Et donc le sous-réserve, il est clair. Ça met l'État et les collectivités, l'ensemble de ceux qui accompagnent devant leurs responsabilités. Voilà. Monsieur Dantec, est-ce que vous acceptez de rectifier votre amendement ? Donc, il n'y a plus besoin de sous-amendement. On est bien d'accord. Donc, on va rectifier l'amendement et je vais vous donner à tous la parole, mais nous partons sur cette base-là. Donc, nous rajoutons sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats. Tout le monde est d'accord ? Je reprends donc maintenant ma liste de demandes de parole. Monsieur le Président de la Commission. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous avons pris acte avec beaucoup d'intérêt de la déclaration que Madame la Ministre a faite pour essayer de trouver un compromis. On voit bien que sur tous les bancs, nous sommes attachés à ce que des efforts importants soient faits en faveur de la rénovation des logements. Il a été décrit des situations que nous connaissons dans nos villes, dans nos communes, où des bâtiments ne sont plus habités et deviennent de vraies friches en cœur de bourg. Et tout ça, bien entendu, doit être corrigé. Puis en même temps, nous avons bien entendu que des ménages, des personnes âgées ne sont pas en mesure de participer au financement, qu'elles soient propriétaires ou qu'elles soient locataires. Alors, mon discours, je l'avais préparé avant l'intervention de M. Dantec qui propose de modifier son propre amendement. Et en fait, il y a deux points. Il y a d'abord les possibilités des ménages, des personnes âgées, c'est-à-dire la proposition que faisait le rapporteur se référant à l'amendement précédent, si le calcul économique le permet. Là, c'est bien par rapport à la situation des propriétaires ou des locataires. Et il y a une autre idée, qui est celle des outils qu'il faut mettre en place, notamment financiers, parce que le vrai problème, Madame la Ministre, c'est que d'abord, les outils sont un peu disparates. Quelqu'un qui veut rénover à plusieurs guichets, de ce point de vue-là, en Allemagne, on a des exemples intéressants. Il y a des procédures beaucoup plus simples. Et puis surtout, il y a des moyens financiers qu'il faut mettre en place. Et l'ANA, de ce point de vue-là, est aujourd'hui pas en mesure d'apporter des réponses aux personnes qui viennent s'adresser à elle. L'ANA n'a pas assez d'argent, mais vous avez dit, et c'est un point très important que nous avons retenu, le gouvernement entend bien donner à l'ANA les moyens nécessaires pour que ces rénovations puissent se faire. Alors, j'en reviens maintenant à la proposition que fait Ronan Dantec. Elle ne couvre pas tout à fait la proposition du rapporteur. Alors, c'est sur le second alinéa. Donc, cela voudrait dire que la proposition du rapporteur sur le premier alinéa reste pertinente. C'est-à-dire qu'il complète
Le rapporteur a bien dit, à l'occasion d'une mutation, virgule, selon leur niveau de performance énergétique et si le calcul économique le permet. Est-ce que nous sommes d'accord sur cette rédaction? Je continue. La proposition que fait Ronan Dantec porte sur le second alinéa, où il introduit la notion de la mise en place des outils financiers. Je dois dire que cette proposition nous convient également. Que les outils soient mis en place, qu'il y ait des financements pour favoriser la rénovation des bâtiments, cela nous convient. Mais pour couvrir l'intégralité des préoccupations qui ont été exprimées, il y a les 2 sous-amendements. Je me permets de le souligner. Alors, Monsieur Dantec, normalement, oui. Pour l'instant, Monsieur le Président, il n'y a qu'un seul. Il n'y a plus, dans celui qu'on vote, Monsieur le Président, il n'y a plus, et si le calcul économique le permet, oui. Il n'y a que sous réserve de la mise à disposition. Alors, si vous voulez rajouter, c'est autre chose. Mais à l'heure actuelle, nous discutons sur ce sous-amendement. Oui. C'est pour répondre au Président, pour dire le 2e alinéa de l'amendement initial dit « Un décret en Conseil d'État précisera le calendrier progressif d'application de cette obligation en fonction de la performance énergétique étalée jusqu'en 2050 ». Ça veut bien dire que le calcul économique est déjà dans le décret. Donc c'est satisfait, pour utiliser un terme habituel du rapporteur. Donc il n'y a absolument pas plus besoin d'alourdir. C'est prévu par le 2e alinéa de l'amendement, avec le décret qui va jusqu'en 2050, qui est extrêmement modéré. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Merci, Monsieur Dantec. J'ai encore des demandes de parole. Est-ce que Monsieur Bourquin, vous souhaitez toujours la parole? Non? Très bien. Monsieur Barbier. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, moi je suis quand même circonspect sur les modalités, parce que il y a un autre problème qu'on ne soulève pas, c'est le problème du niveau de performance énergétique. Parce que pour avoir beaucoup d'expérience dans ce domaine, vous savez, selon le cabinet que vous choisissez, vous avez une performance énergétique qui peut varier dans des proportions assez considérables. Alors, il y en a certains qui vont être obligés de faire des travaux à partir de 2030, et puis d'autres qui vont voir repousser ces travaux jusqu'à 2050. Alors c'est quand même très compliqué. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse avoir des précisions sur les termes du décret qui seront pris en Conseil d'État. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut avoir, Madame la Ministre, les idées que vous aurez en écrivant ce décret, savoir quand est-ce que ce décret va sortir. Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est dans quelques années? Et là, il y a un véritable problème d'une imprécision. On est tous d'accord sur l'intention qui est parfaitement louable, mais dans l'état actuel rédigé, y compris les amendements qui sont proposés, moi, je ne veux pas obérer l'avenir à ce point-là. Si, Monsieur Barbier. Monsieur Bourquin, finalement, vous voulez la parole? Je vous en prie. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, je pense que l'amendement de M. Dantec est fait pour faire la chasse aux passoires énergétiques dans le secteur privé. Il faut savoir que beaucoup dans les centres-villes, lorsqu'on a des OPA et qu'on fait des audits sur nos centres-villes, il y a beaucoup de logements qui sont des passoires énergétiques. Souvent, des personnes les louent, peu fortunées, et se retrouvent avec des notes de chauffage et parfois des charges qui sont plus importantes que le loyer. Et donc, l'amendement qui est proposé a vraiment une qualité, c'est qu'il permet de lutter contre cela. Avec le sous-amendement, sous réserve que les outils adéquats soient mis en place, est-ce que ça peut gêner le Parlement qu'on mette en place cet amendement et qu'on vote cet amendement? Voilà, si nous avons cette mise aux normes, si nous savons aussi que ça crée, comme ça a été dit tout à l'heure, de nombreux emplois dans le bâtiment, et que nous sommes à l'écoute de nos concitoyens qui justement se retrouvent parfois avec vraiment des surprises terribles au bout de quelques mois lorsqu'ils habitent un hiver un peu froid, comme chez nous, dans ces logements, qu'est-ce que ça nous gêne? Et on est sur l'hypothèse 2030. Qu'est-ce que ça nous gêne de voter cet amendement? Et donc, je pense vraiment
qu'on ne devrait pas trop perdre de temps sur des questions comme celle-là. En plus, Ronan Dantec a accepté le sous-amendement. Votons-le et puis faisons en sorte qu'on n'ait plus ces passoires énergétiques dans nos centres-villes. Si Monsieur Bourquin, Monsieur Delège, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais saluer l'effort de recherche de consensus fait par les uns et les autres, mais excusez-moi, on est en train d'écrire la loi. La loi, elle est normative, elle n'est pas déclarative, elle n'est pas intentionnelle. Qu'est-ce que veut dire sur le plan juridique ces notions? Le calcul économique, qui va l'apprécier? Non mais attendez, vous m'autorisez à m'exprimer quand même, Monsieur Dantec, on vous écoute ici, donc ayez la gentillesse de respecter ceux qui tentent de comprendre. Qui va apprécier le calcul économique? Ensuite, la notion de réserve, sous réserve de la mise à disposition d'outils financiers adéquats. Mais qui va apprécier que les outils financiers sont adéquats? Moi, j'aimerais le savoir. Le gouvernement, bien évidemment, va nous dire qu'il est adéquat. Mais ceux qui vont vouloir faire des travaux vont considérer qu'ils sont insuffisants. Alors, hier, on avait une nouvelle notion qui est apparue, qui était intéressante, c'était à l'horizon. Ce matin, on ne parle plus d'horizon, on parle de déclaratif, de réserve, d'intention, et j'entendais à l'instant notre excellent collègue Bourquin dire « Mais qu'est-ce qu'il y a de gênant à voter cet amendement, puisqu'on renvoie à 2030 ?» Mais c'est précisément parce qu'on renvoie à demain qu'on n'a pas le courage de s'engager aujourd'hui, que je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision d'écrire la loi. Excusez-moi d'être peut-être un peu trop juriste sur ce point-là, mais la loi, elle est normative encore une fois, et ce que nous sommes en train d'écrire, ce n'est pas une loi, c'est un salmigondi pour essayer tous de se donner bonne conscience à cet instant, laissant demain à nos successeurs le soin de régler des difficultés, comme l'a si bien dit tout à l'heure M. Dallier. Alors revenons à l'essentiel de grâce, et puis essayons d'écrire quelque chose de simple. Merci. Monsieur Miquel, pour explication de vote. Oui, si nous voulons atteindre les objectifs louables que nous nous fixons, nous avons besoin de faciliter les transactions. C'est là que se pose, à mes yeux, le principal problème. Nous avons souvent des propriétaires qui sont des personnes âgées, qui partent en EHPAD ou qui vendent leurs biens à un moment. Aujourd'hui, lorsqu'on veut vendre un bien, on est obligé de faire un contrôle, un diagnostic termites, plomb, amiante, énergétique. Il faudrait avoir un système qui nous permette d'avoir un contrôle et une évaluation des travaux assez précise à réaliser dans un bâtiment. Et au moment de la transaction, la personne qui veut vendre ne serait pas obligée de faire les travaux, mais au contraire, l'acheteur saurait qu'il a l'obligation de faire ces travaux avec un système d'aide approprié et lisible. Cela faciliterait grandement les transactions et l'atteinte des objectifs. Merci, Monsieur Miquel. Je n'ai plus de demande. Monsieur Vassel. Oui, je te donne un... Très succinctement, Madame la Présidente, j'adhère tout à fait à ce qui a été exprimé à l'instant, à la fois par mon collègue de l'Ille-et-Vilaine et par notre collègue Miquel. Ceci étant, il y a trop d'incertitudes et de vagues dans la rédaction du texte. À mon avis, il n'est pas acceptable en l'état. Et comme il le disait à l'instant même, il faudrait plutôt reporter ça et laisser ça le soin de nos successeurs d'en définir les modalités. Ce d'autant plus que lorsque vous précisez qu'à l'occasion d'une mutation, ces travaux devront être réalisés, la question se posera de savoir si c'est le vendeur ou si c'est l'acheteur. Et en sus de ça, mettre sous la réserve que les outils financiers soient définis, on ne sait pas du tout de quels outils financiers il s'agira, et de toute façon, vous serez toujours un propriétaire ou un acheteur qui considérera que les outils financiers ne lui permettent pas, au vu de sa capacité financière, de réaliser ou de ne pas réaliser les travaux.
travaux. Et la question qui se posera, ça sera surtout le retour sur investissement des travaux d'économie d'énergie qui ont été réalisés et qui rendront les travaux acceptables et supportables par la personne qui réalisera donc cette mutation. Donc à mon avis, la sagesse voudrait qu'on reporte cela à plus tard et que l'on ne vote pas une disposition de cette nature qui n'a pas de caractère normatif, comme l'a dit mon collègue. Voilà pour ces débats dans l'hémicycle sur le projet de loi transition énergétique et croissance verte. Vous l'avez vu, les sénateurs s'attaquaient ce matin à un sujet relativement consensuel, l'isolation des bâtiments. C'est le grand titre de ce texte. La transition énergétique, c'est l'un des projets de loi phares de ce début d'année. Un projet de loi également très consistant avec plus de 900 amendements. Les débats doivent durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine avec un vote solennel début mars. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsena.fr. Très bonne journée à vous sur les chaînes parlementaires.